voulais vous partager avec vous quelques chiffres de ce secteur qui est en plein boom pour plusieurs raisons. Il est en plein boom parce que déjà, en fait, contrairement à ce qui se passe et ce qu'on a un peu entendu aujourd'hui sur l'hôtellerie, on est déjà un secteur où l'offre diminue. Il faut savoir que notamment en France, sur les 20 dernières années, on a perdu 1150 campings. Donc effectivement, une offre qui est de moins en moins large. Autre élément intéressant, c'est que tout en ayant perdu 1100-1150 campings, il y a une premiumisation importante puisque les campings 4 et 5 étoiles, ont cru et sont à plus 700 campings. Donc en fait, on a vraiment cette montée en gamme qui est importante. Et même au sein des campings 4 et 5 étoiles, 43% de ces campings-là représentent 71% de la valeur produite par les campings. Donc en fait, on a vraiment un secteur qui est avec un numerus clausus, en gros, et ensuite avec une forte professionnalisation des campings plutôt 4 et 5 étoiles, qui représentent un poids de plus en plus important dans le marché. Un autre élément qui est important aussi, c'est que dans l'hôtellerie de plein air, on peut voir sur la carte, forcément c'est très régionalisé, hein, on est plutôt en bord de mer, donc on a des impacts, alors RSE, mais avec toutes les lois littorales, voilà, on a un contexte juridique qui est assez compliqué, mais une fois qu'on sait gérer ça, ça nous permet quand même d'avoir des emplacements qui sont plutôt premium et sur lesquels on accueille quand même pas mal de monde. Et donc là, on peut voir sur la carte, ce sont les investissements qui ont été faits par département. Et on voit là où ont été positionnés les investissements dans l'hôtellerie de plein air. Je peux vous dire que cette année, j'étais au CET, qui est le salon principal de l'hôtellerie de plein air à Montpellier. Tous les campings ont fait une très très bonne saison. La question qu'on se posait tous, c'était de se dire, est-ce qu'on est sûr que les fournisseurs de mobil-home vont pouvoir nous livrer? Parce qu'il y a tellement de demandes qu'en fait, les capacités de production des fabricants de mobil-home ne sont pas à la hauteur. Vous donnez juste un chiffre, un des plus gros fabricants de mobil-home qui est IRM, avec ses 2 usines, fabrique en gros à peu près 2400, 3000 mobil-homes par an. Déjà, rien que le groupe Ciblou que je représente aujourd'hui, on en achète 1200 mobil-homes neufs par an. Voilà, donc ça vous donne un peu la taille du marché. Et donc, on va se retrouver avec des investissements, oui, beaucoup, parce que les campings ont réussi une belle saison. Et donc, aujourd'hui, tous les investissements se sont reportés, puisqu'il n'y avait plus de mobil-home, sur les infrastructures, sur les piscines. Voilà. Donc, en fait, ça va enclencher et accélérer encore plus la montée en gamme du secteur. Un camping, aujourd'hui, c'est ça. Voilà, là, vous avez un camping qui est face à la dune du Pilat. Voilà, aujourd'hui, à quoi ça correspond. Mais je voulais surtout vous présenter à quoi correspondent les mobil-homes. Parce qu'aujourd'hui, un camping, c'est surtout équipé en mobil-home. Aujourd'hui, on pourrait dire des petites cahutes. C'est intéressant à plusieurs titres. Aujourd'hui, un mobil-home est recyclable à 91%. Donc, par rapport à tout ce qui est RSE, c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, c'est quelque chose qu'on peut bouger. C'est-à-dire qu'on peut venir le mettre sur une parcelle. Si ça ne va pas, on le prend, on le déplace, puisqu'il y a un essieu, on vient le mettre sur une autre parcelle. Donc, en fait, il y a une flexibilité dans la gestion aussi de notre stock qui fait que ça nous permet d'aménager les espaces en fonction des différentes aléas. Donc, toujours cette notion de flexibilité qui est importante. Ce que vous pouvez voir, c'est une chambre plutôt sympathique, hein. On a ça dans beaucoup de mes confrères hôteliers. Et ça, c'est un intérieur de mobil-home. Et là, je vous ai pris un mobil-home standard. Je n'ai pas pris de mobil-home haut de gamme. C'est un mobil-home qui peut s'acheter quand on a un individuel, 45 000 €. Je ne vous parle pas de mobil-home qui se vendent aujourd'hui à 70 000 € l'unité. D'accord ? Donc, c'est vraiment un milieu de gamme classique, mobil-home. Donc, vous pouvez voir, ce sont des vrais lieux de vie pendant les vacances. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le modèle Ciblou est autour de ça. C'est-à-dire que nous, notre métier avant tout, c'est d'acheter ces mobil-homes, de les vendre. Et ensuite, on achète des écrins pour accueillir ces mobil-homes. C'est le même business que si on possédait des ports et qu'on vendait des bateaux. Nous, ce qu'on vend, on vend des équipements de loisirs pour des personnes et on investit dans les écrins qui vont accueillir ces équipements de loisirs. Voilà, donc aujourd'hui, c'est comme ça. Un des derniers chiffres que je voulais partager avec vous, c'est à quel point ce marché est extrêmement résilient. Vous pouvez voir ici les différentes courbes d'évolution. Donc, c'est une source avec Roland Berger et l'INSEE.
On voit depuis 2007 jusqu'à 2019 l'évolution ici du nombre de dépenses par nuit, par nuitée plus exactement, entre 2007 et 2019. La courbe bleue tout en haut, c'est le secteur du camping. D'accord ? Et on a la courbe grise, qui est en gros les résidences, le résidentiel, l'hôtel résidentiel et village, et en bleu clair les hôtels. On peut voir vraiment la croissance, une très forte croissance, et surtout, quand on regarde par rapport aux différentes périodes, aux différentes dates de crise, on peut voir que la crise n'a pas eu trop d'empreintes sur le monde du camping. Et ça, pour une simple et bonne raison, c'est que déjà, ça reste très marché domestique. Donc, contrairement à mes collègues du Club Med, par exemple, qui ont eu un business model assez compliqué avec la crise du Covid et l'arrêt des déplacements transfrontaliers, aujourd'hui, nous, on a beaucoup bénéficié de la clientèle française qui est venue en vacances en France. Et donc, on a cet effet-là. Et quand ça redémarre, quand ça rouvre, on a beaucoup d'Anglais, beaucoup de Hollandais, d'Allemands qui viennent en France et qui est la plus grosse destination camping en Europe. Alors là, c'est Pierre. Alors, Jacques, tu l'as dit, le secteur est en plein boom. Johanna, Pierre, vous, votre objectif, c'est absolument pas de faire de la philanthropie, mais bien de faire du retour sur investissement et de faire fructifier les capitaux qui vous sont confiés. Johanna, vous nous disiez, moi, il y a 8 ans, j'ai senti que c'était un secteur qui était intéressant. J'ai défendu ça auprès des équipes décisionnaires. Quels sont vos objectifs ? Quel est votre prisme dans ce secteur qui fait partie de votre portefeuille hospitality, mais qui n'est pas le seul ? Alors, je ne sais pas, vous m'entendez là ? Oui, très bien. Alors, ça ne fait pas 8 ans qu'on est ultra actif sur le camping. Ça fait 8 ans qu'on est très actif sur l'hôtellerie. Mais c'est vrai qu'il y a 8 ans, quand je suis rentrée chez Swiss Life, j'ai animé un séminaire. C'était un séminaire un peu fantaisiste, où on était censé réfléchir à des niches d'investissement. Et j'avais eu cette idée très fantaisiste à l'époque de se tourner vers l'hôtellerie de plein air. Et je peux vous dire que j'ai eu un succès avec ce séminaire où on est ressorti, on avait gagné le grand prix de tout ce que vous voulez. Et voilà, donc c'était resté l'histoire un peu rigolote d'il y a 8 ans. Et il y a 3 ans et demi, j'ai 2 grosses opérations qui nous arrivent. Donc le sell and leaseback de Vacances Select. Et je crois 1 mois avant, un meeting qui s'était monté avec European Camping Group. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. En moins d'1 mois, j'ai les 2 plus grands acteurs européens qui viennent nous voir avec plein d'idées, tout ça. Et donc je suis retournée voir Frédéric Boll à ce moment-là en lui disant, mais en fait, mon idée d'il y a 5 ans, je me demande si ce ne serait pas le bon moment d'y aller. Et il me dit, vas-y. Bon, écoutez, on y est allé, en se disant, on ne sait pas trop ce qu'on va découvrir parce que le business model, on ne le connaissait pas, ça restait du pur fantasme. Et quand on a commencé à rentrer dans les chiffres, moi, je peux vous dire que la première fois que je suis allée au bord à Zurich avec un dossier camping, les 5 premières minutes, tout le monde rigolait. Je peux vous dire que le quart d'heure qui a suivi, quand j'ai commencé à montrer les chiffres, les retours sur investissement, tout d'un coup, il y a eu un sérieux, que j'avais jamais collecté sur n'importe quel autre dossier hôtelier. Donc, c'était quand même assez intéressant. Et donc, un support de tout le groupe en disant, OK, on y va. Donc, on s'est positionné sur ce fameux sell and leaseback avec Vacances Select. Ça représente aujourd'hui 130 millions d'euros. Donc, on était la première grosse opération, on va dire, un peu institutionnelle sur le secteur de l'hôtellerie de plein air. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est... alors, on est positionné sur des fonciers. On est un modèle très standard, sell and leaseback. On signe des baux long terme avec un exploitant. On a vocation à continuer sur cette lignée-là. On ne va pas partir dans de la sophistication. On n'ira pas sur du fonds de commerce. On sait qu'on a quelques concurrents qui sont en train de réfléchir à se positionner sur ce secteur-là. Ce n'est pas notre cas. Nous, on a monté un OPCI, donc là-dessus, c'est assez
c'est assez clair. Non, ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir la traversée du Covid. Donc, pour des gens comme nous, qui avons aujourd'hui 2 milliards d'actifs sous gestion en hôtellerie, et l'hôtellerie de plein air, je vous l'ai dit, ça représente 130 millions, donc c'est une toute petite case dans notre portfolio. C'est les meilleures performances pendant le Covid, c'est les seuls qui ont payé leur loyer pendant les 18 derniers mois. Bon voilà, on a coché toutes les cases quand on parle de résilience d'un secteur. Si vous voulez, c'est le crash test absolu. On a traversé le crash test. Donc, on continue sur cette même lignée-là. L'objectif, c'est de doubler la taille de notre fonds. On n'a pas vocation à faire un fonds mouse costaud, on ne va pas faire 1 milliard d'investissements sur le camping. L'objectif, ce serait 300 millions, avec des opérateurs solides. Donc on aime bien s'associer à des grands opérateurs. Donc Vacances Select en est un, European Camping Group en est un autre. Peut-être qu'un jour, ces deux-là seront les mêmes, on ne sait pas très bien. C'est dans l'air du temps. Mais voilà l'idée. On est très engagé sur cette classe d'actifs. Et je pense que ça marque un peu notre différence par rapport à d'autres acteurs. On a toujours été précurseurs sur tous les segments de l'hôtellerie. On a toujours aimé aller sur des niches d'investissement. Et voilà. Donc, ce qu'on fait en hôtellerie de plein air, c'est un peu ce qu'on a fait sur d'autres niches. On le fait en co-living également. On en a parlé un peu plus tôt. Mais on a une conviction extrêmement forte sur le camping. Un constat très clair en tout cas, c'est vraiment un secteur où il est intéressant d'investir et qui à date se porte très bien. Pierre, de votre côté, ça fait plus longtemps que vous y travaillez en tant qu'investisseur. Vous avez une vision avec plus de recul sur ces sujets-là. Quel est le prisme d'un 2-3 Investment Managers ? Alors, un 2-3 accompagne comme toujours dans tous ces segments EHPAD, hôtellerie classique, hôtellerie de plein air, des opérateurs régionaux. Avant tout, à la base, on a accompagné François Georges à la création de Sandaia et on oublie très vite qu'il a commencé avec un premier portefeuille de 5 campings. Aujourd'hui, c'est 50, c'est APAC, ça a été ICA, c'est ICA maintenant. On l'a accompagné pendant 10 ans et de cette porte d'entrée, finalement, on a découvert ce secteur et on a découvert plein de petits opérateurs plein de familles qui ont entre 1 et 3 campings. Comme j'aime bien dire, c'est l'hôtellerie d'il y a 15 ans, finalement, ou l'hôtellerie parisienne, où généralement peu de familles avaient plus de 2 ou 3 hôtels. Chez les franchisés Accor, par exemple, il y avait très peu de franchisés qui avaient plus de 10 hôtels. Aujourd'hui, c'est presque la norme. Il y a plein de partenaires dans la salle qui ont grossi. Finalement, dans l'hôtellerie de plein air, c'est à peu près pareil. On est sur un segment qui se consolide. Il y a des gros acteurs comme Sea Blue, il y a Sandaia, il y a European Camping Group. Il y a plein de... Mais finalement, ça représente quoi, les groupes, vingtaine de pourcents, oui, 22% du marché. Et donc, il reste à consolider et à monter en gamme, parce qu'il y a un numerus clausus dans ce secteur qui est assez majeur. On l'a vu, une baisse du nombre de sites, des contraintes réglementaires de plus en plus fortes, surtout urbanistiques, qui nous imposent plein de règles, qui nous empêchent d'agrandir les sites. Et de l'autre, une montée en gamme, donc une baisse des emplacements à venir, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de familles, historiquement, exploitaient le maximum d'emplacements pour faire le maximum de volume. Aujourd'hui, les clients attendent un maximum de confort, donc des parcelles qui s'agrandissent, à la différence d'avant. Une parcelle aujourd'hui va faire facilement 120-150 mètres carrés, quand historiquement, une place de camping, c'était 60 à 80 mètres carrés. Donc le prisme, et donc du coup on accompagne une dizaine de partenaires en région. Et c'est pareil, ils découvrent ce que c'est que nos métiers. Le schéma des SPV et du private equity, c'est un métier qu'ils ne connaissaient pas. Et donc ça met un peu de temps à se développer.
Et Pierre, vous le disiez, numerus clausus, parce que contraintes législatives, réglementaires, de foncier, etc. Aussi, attractivité de l'exploitation d'un camping pour une collectivité versus un hôtel, une résidence de tourisme, etc. Néanmoins, si on sort du marché français, qui est le marché leader clairement en Europe, c'est le deuxième dans le monde, mais bon, derrière les États-Unis, donc difficilement comparable en termes de superficie. Il y a des marchés qui sont en train de boomer, Jacques, comme le UK, comme le marché allemand, le marché néerlandais. C'est sûr qu'il y a vraiment des marchés importants. Enfin, le marché UK est le deuxième marché en Europe en termes de nombre de campings. Le marché allemand est assez dynamique. En Hollande, il y a également beaucoup de campings parce que c'est dans la culture hollandaise d'aller au camping et pas seulement d'aller dans le sud de la France ou en Espagne. Donc il y a une vraie force de l'offre au niveau européen. Par contre, effectivement, la façon dont vont se construire les groupes, la dépendance qu'il va y avoir sur les clients transfrontaliers va faire que le modèle va être plus ou moins résilient. Donc c'est là où il faut vraiment bien caler et bien être implanté dans chaque pays. Après, comme vous l'évoquez, il y a beaucoup de contraintes réglementaires. Les municipalités à la fois ont le cœur qui balance entre l'attractivité territoriale et les taxes de séjour qui vont toucher pour ça, mais ça aide à l'attractivité territoriale et en même temps, c'est généralement des grands terrains, front de mer, et donc avec une valeur foncière assez importante. Voilà, leur cœur balance entre une taxe foncière importante et ou l'attractivité territoriale. Donc, voilà, il y a ces arbitrages-là, la loi littorale, bien sûr, voilà, ou les zones Natura 2000. Voilà, c'est tout un ensemble de contraintes et de destinations, parce qu'il ne faut jamais oublier, c'est un métier qui est très terre-à-terre, le camping. On revient vraiment à des choses très, très basiques. On parle beaucoup dans l'hôtellerie, on dit destination. Il y a un moment donné, on est une destination de vacances. Donc déjà, est-ce qu'on a envie d'aller en vacances sur cette destination ou pas? Enfin, on va revenir, il faut être très très basique. Et il y a des destinations qui font moins rêver que d'autres, ça c'est évident. Donc, après, il y a une question de taille de camping. Aujourd'hui, vous avez 5 gros groupes en dehors des franchises, puisqu'il y a 5 gros groupes de franchises, mais il y a 5 gros groupes qui possèdent leur terrain ou qui sont en sell and leaseback. Ce sont tous des groupes en termes de valorisation pour vous donner la taille du marché. Aujourd'hui, ces 5 gros groupes font tous plus que 600 millions d'euros de valorisation. On est sur des valorisations en multiples d'EBITDA qui tournent entre, on va dire, là, les derniers chiffres qui sont sortis d'un groupe anglais qui a été vendu la semaine dernière ou la semaine d'avant, on était à 12,8 fois 12,8. Voilà, donc c'est ce type de multiples et ce type d'EBITDA. Donc on est sur des produits qui sont forcément très rentables. La moyenne doit être entre 25 et 30% d'EBITDA. Donc forcément, ça permet, c'est sûr, de rembourser la dette de private equity, puisque quasiment tous ces groupes, sauf un qui est un groupe patrimonial, sont tous en LBO. Ça permet aussi d'investir fortement. Et après, il y a des choix qui sont très différents entre j'investis sur de mobil-home, comme je vous ai montré là, ou j'investis que sur les terrains de camping, qui est le cas plus de Ciblou, puisqu'aujourd'hui, nous, notre modèle, c'est de vendre des mobil-homes. On a 11 000 propriétaires aujourd'hui. Donc, si jamais il y a un propriétaire qui ne nous paye pas un loyer, c'est pas un très gros risque. Voilà, donc on a limité notre risque Covid là-dessus. Par contre, effectivement, ça nous garantit des loyers, ça nous garantit de la résilience et ça nous permet de montrer vers où on va et donc de rassurer les investisseurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans notre modèle et ce qui fait que nos CAPEX, on peut les mettre dans la piscine, on peut les mettre dans les infrastructures et nos OPEX, on peut diminuer un petit peu notre rentabilité en améliorant la qualité des animations, la qualité de tout ce qui est au niveau de la piscine avec les équipes de protection. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on crée le modèle vertueux qui permet de créer de la valeur chez nous. C'est une spécificité de Ciblou qui va chercher la valeur partout où on peut la récupérer. Johanna, vous nous l'avez dit, mon objectif, moi, c'est d'augmenter fortement mon portefeuille. On le sait, vous n'êtes pas les seuls investisseurs à vous intéresser au secteur de l'hôtellerie de plein air, bien sûr. Quels sont vos leviers, du coup, pour parvenir à vos fins? Comment vous envisagez tout ça? C'est un peu le sujet. Allô? Oui, c'est un peu le sujet. C'est qu'au-delà de l'attractivité du secteur, c'est
Le vrai problème, c'est le pipeline. En fait, aujourd'hui, pour un investisseur comme nous, c'est la capacité à déployer. Alors, le constat de ces derniers mois, c'est que les levées de fonds ont été très importantes sur ce secteur-là. Donc, les investisseurs sont très, très mobilisés. Beaucoup plus que sur l'hôtellerie traditionnelle. Voilà, les événements font que aujourd'hui, le constat, c'est que l'hôtellerie de plein air a évidemment beaucoup mieux traversé la crise que l'hôtellerie. C'est pas pour ça que l'hôtellerie n'est pas du tout un bon secteur d'investissement, hein. Je serais mal placée pour donner ce type d'informations-là, mais je pense que les investisseurs avaient besoin de voir, de constater cette traversée du Covid, et je peux vous dire que depuis le mois de juin, nous, on a vu une accélération sur la partie levée de fonds qui est, moi, que je n'ai jamais vu en 8 ans sur le secteur de l'hôtellerie en général. Maintenant, clairement, on est sur un marché ultra fragmenté, mais très très fragmenté, hein. On parle de 85% des campings aujourd'hui en France sont entre les mains d'opérateurs privés. Ça veut dire qu'il y a une manne très importante, mais on parle de tout petits campings. Enfin, je veux dire, quand on parle de 8000 campings, ça veut dire que c'est des toutes petites unités. Donc c'est un peu le sujet. C'est un peu le sujet de complexité, en tout cas pour des gens comme nous. C'est notre capacité à faire grossir ce portefeuille. C'est-à-dire que des opérations comme celle qu'on a faite avec Vacances Select, soyons clairs, il n'y en aura pas, sauf à ce qu'avec l'entrée d'un PAI dans ECG, il y ait une vraie accélération des acquisitions de ce côté-ci sur un acteur comme ECG, et donc à terme peut-être des opportunités pour des gens comme nous. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne s'interdit pas chez Swiss Life à s'associer à des opérateurs plus petits et à faire des acquisitions plus petites, voilà, à accompagner un nouvel entrant sur le secteur du camping, puisqu'on y croit, et on croit qu'il y a de la place pour des nouveaux acteurs. Donc on y travaille en ce moment. L'avenir nous dira si on y arrive, mais en tout cas, on est très actif sur ce plan-là. Alors justement, Pierre, vous avez quelques longueurs d'avance sur ce sujet de structurer des petits acteurs, c'est votre positionnement. Par contre, vous aviez un peu réduit votre portefeuille qui a été autrefois plus fourni. Est-ce que l'objectif, c'est de repartir sur une phase de croissance ? Alors, c'était une bonne transition parce que justement, aujourd'hui, c'est de consolider. Et pour des gros acteurs, la difficulté d'acheter des petits groupes familiaux un à un, c'est très difficile parce que acheter 50 campings en passant 50 propriétaires au crible, 50 négos en même temps, c'est quasiment impossible. Donc c'est vrai qu'on s'appuie, la plus grosse difficulté, c'est de trouver des partenaires qui connaissent très bien le secteur, plutôt des groupes régionaux, qui ont envie de grossir, c'est souvent la deuxième génération, qui a envie de passer à l'étape supérieure et de passer de 2-3 campings à 10. Et finalement, dans cette étape-là, nous, on arrive à intervenir. On les accompagne sur tous les process d'acquisition, parce que c'est lourd. Il ne faut pas oublier qu'un camping, finalement, j'aime bien la comparaison, c'est une résidence de tourisme, mais à plat sur 7 à 10 hectares, où on maîtrise le foncier, donc on a la maîtrise de ses investissements, de ses piscines, de ses restos. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la capacité de rénover entièrement un site, à la différence d'une résidence de tourisme où c'est compliqué, c'est du béton, il y a eu des permis déposés il y a 30 ans, on n'arriverait plus à les reconstruire maintenant. Et donc du coup, aujourd'hui, on transforme ces sites qui font 1, 2, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires en des sites qui vont faire 6, 7, 8, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais à coût d'investissement, on arrive très vite sur des budgets d'investissement entre les mobil-homes, les gens, le monde de l'hôtellerie oublie rapidement le budget qu'on peut dépenser dans un camping. Un camping moyen, on va dire, 10 millions d'infrastructures plus 5 à 10 millions d'investissements dans des mobil-homes, c'est très vite atteint en fait. Donc, et pour ça, il faut avoir des chefs d'entreprise qui sont à nos côtés, qui croient en cette consolidation et qu'on va accompagner donc, sous des marques différentes. Donc nous, on est plutôt mur et fond avec de l'exploitation classique et peu de présence de résidents. Et sous enseigne, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le même confort
qu'on va avoir chez Accor, on va le chercher chez Yellow Village ou Camping Paradis, qui sont les 2 marques actuelles du secteur qui se développent et qui sont finalement qui sont en train d'agréger elles-mêmes aussi les autres marques, en fait. Parce que historiquement, il y avait beaucoup plus de marques, il y avait 10-15 marques sur le secteur. Et aujourd'hui, on voit bien que tout ça, ça se concentre autour il en restera 3-4, en tout cas en France. Et elles-mêmes, elles veulent aller grossir à l'étranger, elles veulent aller au Portugal, elles commencent, elles vont en Belgique, elles vont en Hollande, en Allemagne. Donc on voit bien que ces marques-là françaises ont aussi un savoir-faire en France. On a les plus gros fabricants de mobil-home aujourd'hui en France. On est le plus gros marché de la fabrication de mobil-home. Et donc, du coup, voilà. Merci beaucoup à tous les 3. On prend le temps de prendre une petite question, si vous en avez une. Je me tourne vers vous. Merci à vous. Chaque fois, je me retourne trop vite. Oui, bonjour. Je voulais juste savoir si, comme dans l'hôtellerie, vous devez gérer un manque de personnel et comment vous imaginez la suite. Est-ce que ça va être aussi des évolutions salariales, des prises en charge de leur vie, parce que c'est assez saisonnier. Comment le secteur voit son avenir? Alors, effectivement, on est exactement dans les mêmes problématiques que vous pouvez rencontrer dans l'hôtellerie. On a une pression forte sur les recrutements, notamment au niveau du personnel de ménage. Ça, c'est vraiment un de nos principaux soucis. Aujourd'hui, on a plusieurs alternatives qui sont aussi évoquées dans le monde de l'hospitality, que ce soit à travers le fait de fournir l'hébergement à nos salariés, ou voire même, je sais qu'il y a certains acteurs qui regardent même à acheter des petits campings, parce qu'en achetant un petit camping pas très loin, ça ne coûte pas si cher que ça, et on peut mettre des mobil-homes, mais ça permet de faire une zone pour les salariés. Il y a effectivement aussi des recherches d'aller sourcer du personnel plutôt en Europe de l'Est. Ça, c'est d'autres pistes aussi qui sont évoquées dans le secteur. Nous, pour notre part, aujourd'hui, on arrive quand même, chez Sea-Blue, en tout cas, à tenir au niveau de notre personnel. Par contre, on voit bien cette pression-là, on la vit. Et nous, on héberge plutôt nos salariés. La particularité qu'on a, c'est comme on est plutôt des campings résidentiels, donc on est ouvert de début mars jusqu'à fin novembre. Donc là, pour le coup, nous, la saison est longue. Voilà, donc on peut héberger pendant assez longtemps en fait, les équipes, puisqu'on a besoin pour nos propriétaires de mobil-home d'équipes qui sont présentes toute l'année. Donc, par contre, on a exactement ces mêmes problématiques. Oui. Et sur le middle management, il n'y a pas de formation comme des écoles comme Vatel, des écoles d'hôtellerie. Il n'y a aucune formation dans le secteur du camping. Il y en a une qui s'est créée à Montpellier et à Perpignan il y a 2-3 ans. Il y a 2 petites formations. Et sur le middle management, il y a un vrai manque parce que le secteur du camping, c'est très large. Il faut être paysagiste, il faut être spécialiste du BTP avec des VRD colossales, et restaurateur, hôtelier, tout ça. Et il y a très peu, c'est vraiment un vrai manque sur les beaux campings d'un middle management de qualité. Par contre, effectivement, ce qui aujourd'hui, pour nous, fait le succès, c'est qu'on a réussi à faire vraiment de la progression interne. Alors, c'est vite dit, quand on dit comme ça, tout le monde en fait. Par contre, aujourd'hui, on a, par exemple, le PDG de Sea-Blue, aujourd'hui, c'est un ancien directeur de camping. Voilà, il est quand même à la tête d'un groupe qui fait entre 40 et 45 millions d'euros d'EBITDA. Donc voilà, donc c'est pas les mêmes enjeux entre gérer un camping et gérer un groupe comme ça. Donc ça montre à quel point culturellement dans l'entreprise on facilite, et on a des succession planning prévus pour tous les postes, et avec des gens qui peuvent venir soit de la piscine ou du département paysager pour prétendre et essayer de postuler, et on les accompagne pour être demain des directeurs de camping. Merci beaucoup messieurs, merci, bravo. En tout cas, plus de mystère autour de l'hôtellerie de plein air.